Un vigneron dans l'alambic de l'histoire. In vino veritas, le Gaillac a 2000 ans. Mais c'est le travail des vignerons de ce dernier demi-siècle qui dit le mieux les évolutions du monde et de ses consommations. Passé 43 vendanges, Alain Boulanger, enfant de 68, qui s'est collé au travail en usine puis au travail des vignes, sort de cet alambic de l'histoire. Il raconte sur Air d'Otan Gaillac. Aujourd'hui, les 3 vies du 68ard devenus hommes de la vigne. Les 3 vies d'un vigneron de Gaillac. Alain Boulanger est un vigneron aujourd'hui retraité, mais qui n'a pas eu une seule vie. Né très au nord du département du Tarn, en Picardie, il a été étudiant contestataire des classes préparatoires de l'Institut d'agronomie en 68 à Paris, puis 5 ans métallurgiste à Saint-Juéry, près d'Albi, avant de venir tailler ses vignes de Castel-de-Bram jusqu'à devenir élu du syndicat de l'appellation des vins de Gaillac. Il y a pourtant une logique dans ce parcours. Mais d'abord, Alain Boulanger, quelle expérience aviez-vous de ce pays gaillacois avant de vous y installer ? Eh bien, aucune en fait. J'avais juste organisé un an auparavant une réunion avec Jean Huyette, vigneron de l'Aude, qui était syndicaliste, alors leader du mouvement interprofessionnel viticole occitan, il s'appelait ça le MIVOC. Et le maire de Bernac, le petit village à côté de la Bastide de Lévis, nous avait mis l'église à disposition pour organiser cette réunion. Ça. Est-ce qu'il y a eu du monde ? J'étais le premier surpris parce qu'en fait, on pensait peut-être qu'on aurait quelques personnes et en fait, l'église était pleine. Voilà. Et ça m'a fait de suite penser que peut-être dans le milieu viticole, le milieu paysan, les choses pouvaient bouger. Il y avait sans doute un travail important à faire, mais l'issue collective de la crise pouvait peut-être se dessiner, et donc ça m'a encouragé par la suite. Pas plus que le travail de la terre, le travail militant ne vous a fait peur ? Et donc, oui, j'avais aussi d'autres expériences. J'avais un certain lien avec la terre. Mes parents, ils ont migré de Picardie dans le Tarn en 69. J'avais une grosse ferme en Picardie. Voilà. Et ils avaient le choix d'ailleurs. Ils auraient pu aller dans le Gers ou en Ariège, mais ils ont choisi Gaillac. La propriété qu'ils ont choisie, c'est certainement une des plus difficiles à exploiter, mais il y avait des vignes et la vallée du Tarn est tellement vivante. Pour ceux qui connaissent bien la région, on pourrait dire, si on la compare, c'est qu'il y a Toulouse, bien sûr, la grande cité, mais après, il y a la vallée du Tarn et Albi, on peut dire. Toulouse, c'est comme si c'était le soleil et Albi, la lune. Mais vous n'étiez déjà plus dans les bagages de vos parents en 68. Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est vrai. Mais bon, je suis... après les études à l'agro, je suis allé m'installer à Toulouse pendant un certain temps. Voilà, et puis après, je me suis installé, après le service militaire, je me suis installé à Albi, où j'ai travaillé dans l'usine métallurgique du Saut du Tard. Et vous n'y êtes pas resté ? Et non. J'avais fait ce choix après 68 parce que je voulais avoir le contact avec le monde ouvrier. Voilà, ça me semblait important. Les choses qui se passaient dans ce monde-là me paraissaient primordiales. Mais au bout d'un certain temps, j'ai compris que peut-être la révolution ne viendrait pas seulement de la classe ouvrière. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pensé revenir à la terre, enfin, si vous voulez, revenir à quelque chose de plus en accord avec la formation que j'avais reçue. Mais vous n'aviez aucune appréhension ? Si, j'avais beaucoup d'appréhension. Je n'avais pas trop l'intention de reprendre
la suite de mon père, de me retrouver replongé dans le vieux monde de la paysannerie d'autrefois, parce que c'est quand même un peu corseté et une situation familiale. J'avais peur d'une situation familiale, je n'aurais plus aucune liberté. Et donc, qu'est-ce qui vous a convaincu du contraire, finalement, de vous installer? Eh bien, finalement, c'est un ami, Bob, qui a trouvé les mots pour me convaincre. Parce que lui aussi avait vécu un peu la même chose après 68 et il s'était installé dans l'Aude. Il faisait du miel à côté de son beau-père et le fils de ce dernier. Il travaillait en GAEC. Et il m'a dit, tu sais, un GAEC, c'est bien, hein, c'est tout sauf un retour en arrière. Il y a beaucoup de choses, de façons de travailler qui restent à inventer. Un GAEC, ça veut dire un groupement agricole d'exploitation en commun, où chacun est exploitant et en même temps, on travaille ensemble. Voilà. Et c'est ce mot qui a opéré comme un déclic chez vous. Oui, tout à fait. Je me suis dit que c'était pas un retour en arrière, mais que c'était une nouvelle manière de cultiver. Et j'ai jamais regretté d'avoir suivi le conseil de Bob. Donc, j'ai tout de suite proposé à mon père, par la suite, de m'occuper des vignes, parce que lui, évidemment, venant de Picardie, il n'avait pas beaucoup d'expérience de ça. Et il avait bien du mal, d'ailleurs, il avait bien du mal à s'en occuper. Voilà. Quand il a repris cette exploitation qui était difficile, il n'y avait aucun voisin qui avait manifesté un intérêt pour cette exploitation. Voilà. Mais tout de même, passer du monde ouvrier au travail de la terre, ça ne s'appelle pas une révolution, ça? Oui, pas vraiment. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire, du moins dans le Tarn, qu'il y a un grand fossé entre les deux mondes. Hein. Au contraire, à l'usine du Saut du Tarn, d'abord, premièrement, il y en avait beaucoup d'ouvriers qui venaient du monde paysan. Et puis, quand ils ont su que mon père avait une exploitation agricole, ils comprenaient pas pourquoi je n'allais pas travailler avec lui, parce que pour eux, ça leur semblait quelque chose de noble. Le travail de la vigne, c'était plus noble en tout cas que de trimer sur des fours sur l'œil pas toujours très sympathiques des petits chefs ou des contremaîtres qu'on appelait à cette époque-là. Et puis, si ce saut du monde ouvrier au monde agricole est une révolution, c'est une révolution douce. Parce que contrôleur de qualité à la fonderie du Saut du Tarn, j'étais seul au contrôle des pièces, et seul au contrôle des soudures. Alors que finalement, dans les vignes, quand on taillait en équipe. Certes, des fois, il pleuvait ou il faisait froid, mais c'était certainement un peu moins confortable. Mais nous étions dans la nature, on se parlait entre nous, on parlait même occitan. Voilà, c'était... Vous n'allez tout de même pas me dire qu'il suffisait de parler occitan pour que disparaisse le rapport de patron à ouvrier. Non, sûrement pas, non, sûrement pas. Mais je vais dire que ce rapport, il était quand même moins âpre quand le patron partage le même travail que ses employés. Voilà, qui fait exactement le même au boulot, qui se casse le dos exactement pareil sur les mêmes pieds de vigne. De suite, la coupure de classe, elle est beaucoup moins forte. Voilà. Elle est moins nette. Elle est moins nette, voilà. À Saint-Juéry, je ne crois pas savoir que les fils d'ouvriers jouaient tranquillement avec les fils de cadres. Là, les deux mondes étaient beaucoup plus éloignés. Voilà. Mais sur les terres agricoles de Gaillac, les rapports étaient beaucoup plus fluides. Voilà. Mais attention, je vais dire quand même une chose, c'est que ce qui était vrai ici, dans le Tarn, c'était pas vrai du tout en Picardie. Voilà. Et entre le Tarn et la Picardie, les deux mondes sont très différents. Ouais. Expliquez-nous. Voilà. Bien, à Gaillac, donc,
C'est l'exploitation familiale qui domine. En Picardie, certes, c'est des exploitations aussi individuelles, mais ce sont plutôt de grosses exploitations. Et les deux mondes, patrons et salariés, sont deux mondes qui cohabitent très peu. Alors, c'est peut-être un peu perdu aujourd'hui, puisqu'il y a de moins en moins de salariés agricoles là-bas. Mais à cette époque-là, on peut dire que dans mon village natal, il y avait vraiment deux classes tranchées bien différentes. Et il était très difficile de franchir la ligne. Voilà. Moi, je traînais souvent avec les gamins du village, mais il m'est arrivé qu'une de mes tantes me reprenne et me dise « Qu'est-ce que tu fais là ? Rentre à la maison, ne va pas jouer avec les gamins du village. » Vous voyez ? Donc, c'était quand même assez dur à entendre. Oui, voilà. mais votre père, nous aviez-vous dit, avait la fibre chrétienne et sociale. Oui, lui, il a essayé de lutter contre cette séparation, tout à fait. Et d'ailleurs, quand il est arrivé à Gaillac, il a choisi de replanter des vignes parce qu'il avait bien compris que c'était une manière de conserver ou de donner du travail aux gens qui étaient sur l'exploitation. Aujourd'hui, la vigne, c'est 5 fois plus d'emplois à l'hectare que sur des céréales. Voilà. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, la vigne ne représente que 2% de la surface utile, mais 15% des actifs. Agricole utile. Agricole utile, excusez-moi. Elle représente 2% de la surface agricole utile, mais 15% des emplois du secteur. Et aujourd'hui, le vin est encore le premier produit d'exportation agricole et le deuxième produit d'exportation après les avions. Ça, c'est ce qui poussait mon père, c'était d'œuvrer un peu pour l'intérêt général. Voilà. Et donc, comme ça, vous vous êtes laissé gagner par la vigne, par l'esprit de la vigne. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cet esprit ? Oui, alors, il y a l'esprit, mais ce qui m'a gagné, c'est quelque chose d'imperceptible. C'est presque... c'est difficile à communiquer, c'est juste un attrait que j'ai ressenti. Le premier stage que j'ai fait, c'était dans les Charentes, à côté du Cognac, quand j'étais étudiant. Et j'ai ressenti ça comme quelque chose de magique. Je me suis senti replongé dans les souvenirs de mes grands-mères. Et à chaque fois qu'elles recevaient du monde, et elles nous donnaient, à nous, les adolescents, la tâche d'ouvrir les bouteilles et de servir le vin. Et je ne sais pas, plus que dans tous les domaines de l'agriculture, le rapport est fort entre la vigne et puis le produit, le terroir et celui qui le travaille. Il y a quelque chose de magique. Ouais, mais toutefois, votre premier mouvement, même sortant de l'Institut d'agronomie de Paris en 1970, a pourtant été d'aller travailler à une usine. Oui, parce que mai 68 était passé par là. Pendant ces 2 mois... donc on a certes beaucoup manifesté, mais en même temps, et notamment le 13 mai, il y a eu cette volonté de ne pas rester uniquement dans le monde étudiant, d'aller voir ce qui s'est passé dans les usines. Il ne faut pas oublier que c'était, même si c'était partie du monde étudiant, c'est quand même la plus grande grève de l'histoire de France. Voilà. Et donc, peut-être vous disiez-vous à ce moment-là que la révolution, c'est la classe ouvrière qui devait la faire. On avait pensé spontanément ça. Voilà, on voulait changer les choses, mais on pensait que ça ne pouvait venir que de la classe ouvrière. Voilà. Vous écoutez l'émission Un vigneron dans l'alambic de l'histoire sur Air d'Otan Gaillac. Et donc en 70, quand j'étais encore étudiant, je m'installe à Toulouse et pour assurer ma subsistance, je trouve à travailler dans une laiterie. 6 mois plus tard, on s'est tous fait licencier. On a fait quelques petites bêtises, sans doute, pour arriver là. Et en tant qu'étudiant, j'avais beaucoup de mal à retrouver du travail. Donc c'est comme ça que j'ai résilié mon sursis militaire. Et je me suis retrouvé à Albi en 72 en qualité de métallurgiste au Saut du Tarn. Les petites bêtises dont vous parliez étaient certainement des petites bêtises politiques militantes. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Mais donc, pourquoi après le service militaire cet acharnement à rejoindre la classe ouvrière ?
Non, on n'a pas pendant ces années-là, d'abord c'est un monde qui me semblait étranger, que je ne connaissais pas. Puis les idées marxistes me disaient que bon, finalement, c'est de la classe ouvrière que viendrait la révolution. Voilà. Donc je voulais m'y coltiner, je voulais comprendre. Et puis surtout, si vous voulez, en 70, avant de descendre à Toulouse, un jour, on distribuait des tracts devant un centre de tri de PTT. Et il y a un CGTiste, un ouvrier CGTiste, syndicaliste, et qui, bon, on n'était pas toujours d'accord avec eux, et on s'est fait reprendre, et il m'a reproché d'avoir les mains blanches et de ne pas savoir travailler. Et ça m'a fait une barre. Jamais. C'est pour ça que je ne voulais plus me faire entendre ça et voir ce qui se passait réellement derrière les grilles. C'était comme s'il fallait passer par la classe ouvrière pour être révolutionnaire, pour transformer la société. Donc, oui. Voilà. Mais transformer la société, mais dans quel sens et pourquoi? Ben, à cette époque-là, j'étais en prépa à Stanislas, à Paris. Pendant la semaine du 3 au 13 mai, je crois que j'ai manifesté pratiquement tous les jours, presque, malgré les épreuves du concours qui se déroulaient à ce moment-là, pour entrer à l'Institut d'agronomie. Et ça a été une période extraordinaire que je ne pourrai jamais oublier, parce que toutes les lignes s'effaçaient, tout devenait possible, un autre monde semblait à notre portée, avec des relations plus libres, plus authentiques. Donc, ouais, toutes les initiatives étaient possibles, même et surtout les plus incongrues. Oui, c'est sûr, parce que Stanislas était un externat du lycée Saint-Louis, mais l'école préparatoire, c'était un externat du lycée Saint-Louis, mais l'internat était un internat catholique. Et donc, un soir, on a réussi à faire flotter un drapeau noir sur l'école préparatoire. Ça nous a bien amusé. Ah, bravo. Et puis, ce qui m'a aussi vraiment, pas interloqué, mais qui m'a vraiment inspiré, c'est que les élèves de l'école d'agronomie où je souhaitais rentrer, pendant tout 68, ils avaient marqué sur le fronton une banderole marquée « L'agro au service des paysans ». Donc c'était vraiment des idées nouvelles qui paraissaient. Et vous êtes installé à la campagne, comme vous aviez rêvé de vous installer à une usine. Oui, alors par la suite, effectivement, je me suis installé à l'usine, pas pour y faire un petit stage pour voir comment ça se passait. Je me suis installé en pensant y rester. Et quand j'ai changé d'idée, ça a été exactement la même chose. Je me suis installé à la campagne en pensant y rester, pas pour... voilà, dans le même état d'esprit. En pensant y développer un monde nouveau, en pensant y développer des choses nouvelles, mais pas pour y faire un petit stage et repartir ailleurs par la suite. Voilà. C'était comme la longue marche telle que Mao l'avait décrite. Oui, non, pas ce qu'on appelle la longue marche de Mao, mais ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit aux étudiants qu'il envoyait à la campagne. Voilà ce qu'il avait dit. Ce qu'il avait dit, c'est qu'il s'agissait d'aller à la campagne pour y rester, voilà, pour y développer un esprit nouveau, pour y organiser un monde nouveau. Mais malheureusement, on le sait aujourd'hui, la révolution culturelle en Chine, ça n'a pas été tout à fait ça. Mais nous, c'est l'image, en tout cas, qu'on s'en faisait. Vous étiez très loin des bancs de l'université, donc. Oui, tout à fait. Mais je vais dire quelque chose, parce qu'après, donc, de ce fait-là, bon, que ce soit à l'usine ou après à la ferme, donc j'ai toujours travaillé de mes mains. Et j'ai toujours été persuadé que le travail manuel était quelque chose de capital. Et je reste toujours persuadé de ça. D'abord, premièrement, ça donne une liberté. Parce que quand vous êtes cadre dans une entreprise, vous êtes obligé de penser un peu comme le patron. Alors que là, personne ne peut vous imposer quelque chose, parce que ce que vous le gagnez avec vos mains. Donc, en fait, ça donne une très, très grande liberté. Et moi, j'ai eu besoin, en tout cas, j'ai eu besoin d'en passer par là, par ce souci de faire que le monde se libère
Et en fait, c'est aussi une libération personnelle. Hein, voilà. Et si j'étais pas passé par toutes ces étapes, je ne sais pas ce que je serais devenu. En tout cas, quand je vois d'autres, j'ai peur que je serais peut-être devenu un vieux con. En tout cas, je suis content d'être là où je suis.